Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin. On va laisser une petite minute à chacun pour pouvoir finaliser sa connexion et puis on démarrera l'intervention. Pour une meilleure expérience, n'hésitez pas à vous connecter sous Chrome, hein, ça fonctionne beaucoup mieux. Bon, ben, on va démarrer. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce matin. Je suis Laurent Vidal, le directeur du développement d'Ecofi Investissement. Je suis accompagné de Tony Boisseau, gérant action, et de Karam Okaba, économiste, pour vous parler ce matin d'économie, de marché, de placement, le tout dans un contexte sans précédent. Ce webinaire est le premier d'une série que nous avons dénommée Action pour le futur. 3 épisodes consacrés à l'accompagnement de l'économie, au financement et au soutien des entreprises dans ce contexte difficile. Alors, le webinaire de ce matin va s'articuler sur 2 parties. Une première partie qui va consister dans un dialogue que je vais essayer d'animer avec Karamo et Tony. Et puis, une deuxième partie où les 3 intervenants tâcheront de répondre à vos questions que vous pouvez poser via l'onglet qui est disponible sur l'application. N'hésitez pas à poser vos questions, on les reprendra en fin d'intervention. Mais sans plus attendre, je vais passer la parole à Karamo qui, dans une actualité brûlante entre élections US ou d'ailleurs en causait pas encore, tu m'arrêtes si je me trompe, Cararo, le nom du futur président, crise sanitaire qui nous occupe à tous avec un fond de confinement, et puis n'oublions pas non plus ce Brexit qui nous attend, même si l'actualité est ailleurs pour le moment. Cararo. Exactement. Merci Laurent et merci à tout le monde d'être là. C'est un vrai plaisir d'être avec vous. Avant de commencer, déjà remercier Laurent pour cette initiative et toutes ses équipes pour la magnifique organisation. En fait, aujourd'hui, on est en train de s'exciter un peu sur les marchés avec l'issue des élections américaines, c'est vrai, mais j'ai le sentiment que le marché a un peu la mémoire courte. Si vous voulez, on est dans ce monde depuis 87 avec la crise, avec le crack qu'on a eu. On a eu la Banque centrale qui est intervenue pour éteindre l'incendie. Et depuis, c'est une espèce de fuite en avant qu'on a. Et donc, à chaque crise, on a des pics de volatilité. Ensuite, les banques centrales et les États interviennent pour régler tout cela. Donc là, il n'y a rien de nouveau cette fois-ci. On a eu la même chose il y a 4 ans avec un choc au niveau du populisme avec le Brexit, tu l'évoquais Laurent, avec l'arrivée de Donald Trump, avec le protectionnisme aussi. Donc voilà, donc le monde dans lequel on va être un monde où il y aura beaucoup plus de volatilité parce que on vit ce qu'on vit actuellement là avec les élections américaines. Mais si vous vous souvenez, il y a exactement 20 ans, on vivait la même chose avec Gore et Bush au niveau de la Floride. Et en 20 ans, le monde il a changé. Si vous regardez par exemple, il y a 20 ans, on n'avait pas de terrorisme international. Les attentats du 11 septembre n'avaient pas encore eu lieu. On n'avait pas une Chine qui était aussi puissante que maintenant. On avait une Chine qui était une naine économique. Et surtout, on n'avait pas tous ces réseaux sociaux. Vous voyez, aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Donc aujourd'hui, on a le terrorisme qui est là et qui a encore frappé il n'y a pas très longtemps au niveau de l'Autriche. Et donc tout ça, c'est des choses qui peuvent provoquer pas mal de volatilité. On a une Chine qui est devenue très très puissante et qui est en passe de dépasser les États-Unis dans quelques temps. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est générateur de volatilité au cours des prochaines années. Et surtout, on a une puissance aujourd'hui des réseaux sociaux qui est telle que sur un simple tweet de Donald Trump, on peut voir des marchés qui baissent ou des valeurs qui chutent. Voilà. Donc, on va dans un monde très très volatile. Voilà. Donc, en temps normal, lorsqu'on fait de la prévision et donc c'est un art qui est difficile. Et donc, lorsqu'on a cette répétition de pics de volatilité, ça devient presque un exploit de prévoir des PIB. Alors, puisque je suis économiste et que je suis appelé à faire des prévisions, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On s'appuie sur des fondamentaux, sur ce qu'on connaît le mieux. Et donc, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que on a vu un premier trimestre et un deuxième trimestre qui ont été catastrophiques parce qu'il y a eu le confinement et les mesures sanitaires. Et on savait que le troisième trimestre allait être exceptionnel. C'est ce qu'on a eu. On a eu des chiffres partout
exceptionnel. On a fait à peu près plus 33,1% en rythme annualisé au niveau des États-Unis. À rythme annualisé en France, on est aux alentours de 88%. Enfin, partout, dans toutes les zones, la croissance, elle a été beaucoup plus forte que attendue. Donc, ce qui a permis cette forte croissance, c'est la consommation. Donc, on le voit très bien sur le graphique ici. Vous voyez la consommation des ménages a porter la croissance. Et donc, comme les gens ont consommé et les entreprises ont investi, donc du coup, ça a permis au commerce international de redémarrer. Donc, vous voyez que le redémarrage du commerce international est beaucoup plus fort et beaucoup plus rapide que ce qu'on avait eu lors de la dernière crise. Mais ce qu'on sait également, c'est que ce bon momentum, il est temporaire, il va pas durer. Il va pas durer pourquoi? Parce que on a vu ici ou là, enfin partout, un peu partout, ben, une seconde vague qui revient, même une troisième vague au niveau des États-Unis, parce que les cas de Covid n'ont pas arrêté d'augmenter partout, et ce qui a conduit en fait à briser le tabou du confinement. Donc les marchés, les directeurs l'avaient déjà anticipé, parce que ici vous voyez que les indices PMI au niveau de la zone euro sont passés en zone de contraction, donc c'est à peu près 85% du PIB, et lorsque vous avez 85% du PIB qui est attendu en contraction, on ne peut pas avoir les mêmes chiffres qu'on a eu au niveau du troisième trimestre. Donc, je m'attends en fait à avoir à partir du quatrième trimestre une économie qui perd de son élan. On va approcher le zéro, voire même on va passer en territoire négatif. Et la question maintenant, c'est de savoir est-ce que pour 2021, la forte croissance qu'on avait anticipée va avoir lieu ou pas. Et voilà. Donc, ce qu'on voit également, c'est enfin, est-ce que donc les États ont mis en place des plans des confinements, mais c'est plutôt une stratégie qu'on appelle de stop and go. Donc, on Tu avoueras quand essaye, même, excuse-moi Caramo, je te coupe, et bien tu sûr, avoueras quand même que la décision d'un confinement au niveau d'un État est quand même pas facile à prendre, hein, surtout dans cette exactement, période de l'année, d'une part, et puis pour la facture à la fin. tout à fait. Donc Oui, on a oui, vu tout ce à que fait. le deuxième trimestre a donné, tu l'as dit. On a vu ce que le troisième a donné, tu l'as dit aussi en redémarrant. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va payer? Combien ça va coûter si jamais on passe dans un confinement encore dur? Alors, je ne savais pas comment te le dire, Laurent, mais bah, c'est toi qui vas payer. Voilà, tu es le portrait type du gars qui va payer. J'ajouterais même que tu es le prototype du gars qui va payer. Parce que tu es propriétaire d'une maison, ben, voilà, tu auras plus de taxes d'habitation, tu as une moto ou une voiture, tu vas payer. Donc, c'est nous qui allons payer. Ce qui va se passer au cours des prochains mois, en fait, enfin, on voit qu'il n'y aura pas de croissance. On va combler la de gap au mieux à partir de 2023. Donc, ce supplément de croissance dont on a besoin pour réduire la facture, on ne l'aura pas, au moins avant 2023. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut annuler la dette. Il y a une partie de la dette, enfin une grande partie de la dette qui est actuellement achetée par la Banque centrale européenne, par les banques centrales. Et je crois que techniquement, un État ne fait pas, enfin un créancier ne fait pas défaut si son créancier ne lui réclame pas. Donc, on va demander à la BCE et aux autres banques centrales d'oublier de réclamer leur dette. Ce qu'on peut également avoir, c'est une hausse de la fiscalité. Donc, je l'ai dit, une baisse des dépenses. Je ne crois pas beaucoup à la baisse des dépenses parce que, comme on le voit au niveau du graphique suivant, en fait, la plupart des États ont mis en place des plans de relance contracyclique. Donc, ça consistait dans un premier temps à regarder la composition de son PIB. Donc, vous avez des États où on a un PIB, on a une consommation qui représente un poids très important dans le PIB. Donc, c'est le cas de la Grèce, c'est le cas des États-Unis, c'est le cas de la zone euro, de l'Allemagne, de la France. Et donc, dans ces pays-là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des politiques de subvention de l'emploi et des politiques de subvention des revenus. Donc, les revenus, on l'a fait au niveau des États-Unis et l'emploi, on l'a fait au niveau de la zone euro. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de faire en sorte que la baisse des revenus qu'on a observée au premier trimestre en France et en Allemagne, et même aux États-Unis, qu'elle soit compensée par des transferts étatiques. Et donc, on a un revenu disponible qui n'a presque pas baissé au niveau de la zone euro, alors qu'on voit qu'aux États-Unis, le revenu disponible a augmenté parce qu'on a mis en place un plan de relance pour aider les entreprises. Il y a même eu les individus. Il y a même eu des cas où on a des gens qui ont gagné plus en restant à la maison
avec ce qu'ils recevaient comme aide du chômage que lorsqu'ils travaillaient. Donc, au cours des prochains mois, la question à savoir, c'est est-ce que la hausse du taux d'épargne qu'on a eu, dans un premier temps, c'était une épargne qui était forcée, maintenant c'est une épargne qui est de précaution, est-ce que ce taux d'épargne va baisser ou pas? Donc ça va dépendre de l'évolution du marché de l'emploi, ça va dépendre également de comment est-ce qu'on voit les revenus évoluer. Donc, je rappelle par exemple qu'un candidat comme Joe Biden propose de doubler le SMIC américain. Donc, on est à 7,25 $ aujourd'hui. On passerait à 15 $ si jamais Joe Biden était élu. Et même Donald Trump, hein, cette politique de protectionnisme qu'il met en place, c'est justement pour que on ait des emplois mieux rémunérés aux États-Unis. Donc, au niveau de la Chine, donc c'est une politique qui est tout à fait différente. Donc là, c'est aider les entreprises pour qu'elles aient accès facilement au financement. Donc on baisse le coût des financements. Et donc le résultat, c'est qu'on a eu une production industrielle en Chine qui est revenue au-dessus de ce qu'on était avant l'arrivée du Covid, alors que dans la plupart des autres pays, on n'a pas encore dépassé ce niveau-là. Voilà, donc la Chine le fait et en même temps, elle semble mettre au second plan la stabilité du système parce que vous savez qu'en Chine, il y a deux façons de se financer. Il y a une finance officielle, c'est circuit bancaire traditionnel, donc le financement bancaire, et vous avez tout ce qu'on appelle un shadow banking, c'est le financement parallèle. Et donc vous voyez que depuis quelques temps, bah, cette partie shadow banking a explosé. Donc la Chine, en gros, elle est repartie dans les travers du passé pour sauver sa croissance. Donc voilà, donc ce que ça va entraîner, c'est une offre excédentaire au niveau des marchés et surtout une faible productivité parce que vous avez pas mal d'entreprises zombies qui arrivent à survivre avec cela. Et donc ce Covid, en fait, il arrive à un moment où on avait une dynamique qui était positive. Vous avez ici l'évolution des chiffres économiques qui commençait à être de plus en plus positive et surtout on avait des analystes qui commençaient de plus en plus à être optimistes. Donc vous voyez ici que dans toutes les zones du monde ont commencé à réviser à la hausse les prévisions de bénéfices par action. Et donc, dans les mois qui viennent, la question c'est de savoir est-ce que les prévisions de bénéfices qu'on a, ça peut tenir si jamais on est amené à durcir le conditionnement. Donc, pour l'instant, on a au niveau des bénéfices par action ce que j'appelle une illusion de reprise en V. Donc, si vous regardez ici l'évolution des bénéfices par action, il y a 3 mois, le consensus s'attendait à ce que ça augmente de cette façon-là, donc avoir un beau V. Et depuis quelque temps, ce qu'on voit, c'est que on est en train d'aller de plus en plus vers de s'aplatir. Donc, on va au mieux avoir quelque chose en racine carrée et on peut avoir un W. En tout cas, ce n'est pas mon scénario pour l'instant parce que je ne m'attends pas à avoir un retour aux mesures de confinement strictes qu'on a connues en début d'année. Donc, pourquoi est-ce que je crois toujours à la croissance en 2021? Parce que on a des États qui ont mis un pognon de dingue, comme dirait notre président Macron. Partout, on a mis en place des plans de relance massifs. Et donc, l'idée, en gros, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, le marché du travail est en panne. Les revenus ne sont pas suffisants, la dynamique des revenus n'est pas suffisante, donc il faut aider. Donc, quel que soit le président, que ce soit Joe Biden, que ce soit Emmanuel Macron, que ce soit Donald Trump, tout le monde va faire de la relance en 2021. Donc, on s'attend à avoir un plan de relance massif au niveau des États-Unis parce que, encore une fois, c'est ce que je vous dis ici, sans ces transferts de l'État, vous avez une baisse des revenus des ménages et donc les ménages n'ont pas consommé. Et la consommation aux États-Unis, c'est 2 tiers du PIB. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des revenus qui baissent aux États-Unis parce que c'est aller tout droit au niveau de la récession. Donc la menace aujourd'hui, c'est celle d'un désendettement forcé, c'est-à-dire que vous avez pas mal de propriétaires qui se retrouvent au chômage. Et si jamais ils avaient une baisse de revenus, ben, ils seraient obligés de revendre leur maison. Et du coup, on aurait un marché immobilier qui sera en crise. Donc, on passerait d'une crise immobilière à une crise bancaire. C'est ce qu'on a connu avec les subprimes et avec une crise financière globale. Donc, il faut éviter cela. Donc, c'est pour ça qu'il y aura des plans de relance à répétition en 2021. Donc, voilà, c'est ce que vous avez ici, par exemple, avec l'évolution
du vote pour Joe Biden et le spread entre le 30 ans et le 10 ans américain. Donc, vous voyez qu'à chaque fois que le vote Biden a augmenté, ben, en fait, les investisseurs se sont dit que ça allait entraîner il fallait la probabilité d'avoir un plan de relance énorme était grande. Donc, du coup, ça a entraîné une hausse des anticipations inflationnistes. Donc, pour l'instant, c'est contenu parce on dépasse pas encore les 2%, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit parce que c'est vraiment enfin, le gros danger au cours des prochains mois. Pour moi, enfin, c'est vraiment quelque chose qui est générateur de volatilité. Si jamais les taux se mettaient à exploser comme ce qu'on a eu lorsque Ben Bernanke a évoqué qu'il allait diminuer les achats de la Fed. On a vu des taux qui sont passés de 1,50 à 3 en 6 mois. Donc, si les taux augmentent aussi fortement alors que les États sont hyper endettés, je vous rappelle que l'État américain aujourd'hui est endetté à hauteur de 120% du PIB, et la Grèce, pour mémoire, lorsqu'elle a commencé ses problèmes, on était à 117% du PIB. Donc, en France, enfin, on va vers ces chiffres-là. Donc, il faut absolument que les taux d'intérêt restent bas. Tout sera fait pour que les taux d'intérêt restent bas. Et, voilà. Donc, alors, à différence de 2017, où on a eu un gros plan de relance au niveau des États-Unis, c'était une erreur pour moi. C'était une erreur. Pourquoi? Parce qu'en 2017, si vous vous souvenez bien, le NBER disait que l'économie était en passe de connaître son plus long cycle de croissance économique. Jamais au niveau des États-Unis, on a connu un cycle de croissance aussi long. Donc, relancer une économie qui est en croissance, c'est un contresens en économie. Donc, Donald Trump l'a fait, mais c'était une erreur. Pourquoi? Parce que lorsque vous relancez en pleine expansion, ben, en fait, l'effet multiplicateur de cette dépense budgétaire, elle est moins importante que lorsque vous relancez, lorsque vous avez un apport de gap qui est négatif. Donc, si vous êtes en apport de gap positif, 1,5 €, ça vous rapporte, enfin $1,5, ça vous rapporte 0,50 $. C'était le cas en 2017. Alors que maintenant, si jamais on mettait 1 $, ça nous rapporterait 1,50 $. Donc, à la différence de 2017 aussi, ce qu'on va avoir, c'est des aides qui sont plus ciblées vers les plus modestes, parce que Donald Trump, en gros, il avait concentré son plan d'aide sur des baisses d'impôts. On est passé de 28 à non, de 20, de 30, enfin, j'ai plus le chiffre, je crois que c'est 35 à 21. Joe Biden propose de le ramener à 28%. On a aussi baissé fortement les revenus des plus aisés. Donc, c'est les plus riches qui ont concentré l'essentiel de la relance de 2017. Mais cette fois-ci, si c'est Joe Biden qui arrive, et même d'un certain côté de Donald Trump, on va plutôt aider les particuliers à acheter des biens. Donc, Joe Biden, par exemple, proposera aux ménages d'acheter des voitures propres parce qu'il a un plan énergie assez fort, à peu près 2000 milliards de dollars. Il va y avoir également un plan de relance au niveau des infrastructures. Donc, lorsqu'on regarde la plateforme électorale d'Hillary Clinton et celle de Donald Trump, en tout cas, ils avaient un accord, c'était les infrastructures. Je n'ai pas compris comment ça se fait que Donald Trump n'ait pas réussi à se mettre d'accord avec les démocrates parce qu'ils ont enfin, cet intérêt commun au niveau des infrastructures. Donc, au final, donc, nous avons un scénario de croissance positive et importante en 2021 parce que les plans de relance partout, parce que les taux d'intérêt qui sont bas, parce que le pétrole qui ne va pas exploser. Donc ça va nous permettre en fait d'avoir d'initier une phase de croissance qui va nous permettre de combler leur pot de gap selon les zones fin 2022 et début 2023 pour la plupart des zones. Et donc c'est pour ça que, à mon sens, c'est bien de commencer à prendre position maintenant parce que effectivement actuellement on est en phase de récession, mais les marchés ont tendance à anticiper cette reprise. Et donc si la reprise on ne l'a pas au début de l'année 2021, on va plutôt l'avoir vers le deuxième semestre. Donc les marchés vont anticiper cela. Et donc c'est quelque chose qui peut qui peut être qui peut rapporter beaucoup au niveau des placements. Mais encore une fois, je me dois d'être honnête avec vous. C'est pas une appréciation qui va se faire de façon linéaire. Il va y avoir beaucoup de volatilité. J'ai longuement insisté dessus en introduction et beaucoup d'à-coups également.
Merci Carmo. Mais Je crois qu'on a bien compris que 2020 est une année qui est historique, dans le sens sans précédent, hein. Alors évidemment, il y a les deux sujets chauds du moment. La crise sanitaire qui, elle, est là encore pendant un certain temps, avec cette économie qu'on a mis sous cloche au deuxième trimestre, qui est passée maintenant en mode plutôt stop and go. Les États et les banques centrales, on a bien compris qu'ils sont à la manœuvre pour sauver l'économie. Les élections américaines vont bientôt livrer le nom du futur président. Bref, beaucoup d'événements avec beaucoup trop d'incertitudes, comme tu le dis encore, hein. Et l'incertitude, c'est quand même la bête noire des marchés. exactement. Cette incertitude, elle se manifeste, elle se matérialise sur les marchés par une volatilité importante. Et comme tu le soulignes, 2021 devrait être une année euh, de recovery. Si elle l'est pas tout de suite, elle le sera peut-être dans un second temps, mais en tout cas, on reste confiant sur l'avenir, et c'est pour ça que les placements en actions sont vraisemblablement un très bon levier pour jouer la performance financière dans les années à venir. Si l'économie et les entreprises souffrent, c'est vrai qu'il est plus que temps de les souvenir. Les actions sont un bon moyen d'y parvenir. Le premier confinement a montré que ce moyen-là a été quand même beaucoup utilisé par certains investisseurs. C'est donc un excellent levier de performance pour l'avenir, comme tu l'as souligné, parce que effectivement, sur le long terme, l'avenir devrait particulièrement s'éclaircir. Néanmoins, il y a cette particularité de la volatilité rémanente en ce moment sur les marchés. Cette volatilité-là, on pourrait la comparer en fait à un océan sur lequel il y a beaucoup de vagues, une mer agitée avec beaucoup de vagues. Et Tony, qu'est-ce que tu proposes comme stratégie pour aller chercher de la performance, toi, à long terme, tout en limitant la volatilité, ou alors, j'ai envie de dire, en limitant la hauteur des vagues? Quelle est la forme de ton bateau pour pouvoir y parvenir? Merci Laurent pour ta question. Je vais y répondre. Alors déjà, bonjour à tous. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Alors pour étayer mes propos, je vais partir du constat en fait de Caramo. Comme Caramo nous l'a décrit, on est dans un environnement économique et financier qui est très très incertain. Alors il y a des sujets qui sont actuels, typiquement l'élection US qui est en train de se jouer. Ça semble s'orienter vers Joe Biden, mais on n'est jamais sûr de la réaction de Donald Trump en face. Fin d'année, on va avoir encore des remous certainement dus au Brexit, dont les termes ne sont pas encore tout à fait décidés. En fait, on ne sait pas dans quelles conditions le divorce va avoir lieu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et puis, on a évidemment tout ce contexte de pandémie qui nous touche à la fois dans nos vies très, très directement, très concrètement, et puis évidemment qui ont un impact sur l'économie, sur les marchés financiers, et qui crée une incertitude absolument monstrueuse. Alors depuis maintenant une dizaine d'années, la réponse d'une façon générale à ces crises, à ces incertitudes, elle est souvent la même. Elle est dans le monde entier une politique expansionniste de la part des banques centrales. Donc, ça a commencé par des baisses de taux importantes sur les taux directeurs, et puis ça s'est poursuivi avec des quantitative easing, donc des achats massifs d'actifs directement faits par les banques centrales. Et donc ça a atteint son objectif, c'est-à-dire ça a permis, d'une façon générale, de réduire très très fortement le taux de financement des entreprises et des États. Alors ça a eu un effet extrêmement bénéfique sur les économies, ça a permis d'éviter l'effondrement, ça a permis aussi de ne pas se retrouver dans une situation où on avait des crises sociales trop importantes à travers le monde. Mais par contre, ça a eu un effet néfaste pour les investisseurs, qui est qu'aujourd'hui, lorsque l'on veut investir à long terme, eh bien finalement, il y a beaucoup de produits qui étaient traditionnellement utilisés qui ne sont plus très intéressants. Il y a les livrets bancaires, mais côté investissement sur les marchés financiers, on a tout le monde obligataire qui aujourd'hui se retrouve avec des taux d'intérêt qui sont nuls ou négatifs pour toute la partie souveraine d'un bon nombre de pays de zone euro. Et donc finalement, on a effectivement une seule classe d'actifs
sur les marchés financiers qui reste à notre disposition, c'est celle des actions. Alors, certes, comme Karamo nous l'a dit, on est quand même dans un contexte qui est difficile, donc on aura de la volatilité à l'avenir, ça ne va pas se faire d'un seul coup, ce n'est pas non plus toute l'économie qui va en profiter, mais il y a encore des entreprises, il y a encore des secteurs qui sont profitables et qui le seront à l'avenir. Et c'est à nous, en tant que gérants, de vous proposer des solutions qui permettent justement à long terme d'en bénéficier. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'Ecofi Optime Variance. C'est donc un fonds zone euro, grande et moyenne capitalisation, qui a vraiment pour objectif de convenir aux investisseurs qui cherchent à être investis à long terme en zone euro, qui veulent bénéficier justement de cette appréciation qu'on espère régulière, même si elle va être chaotique, des actions de la zone euro, et de vous permettre d'avoir un risque moindre, surtout d'avoir une bonne performance tout en ayant un œil constant sur les risques qu'on vous fait prendre. Donc vraiment avoir ce compromis entre ces deux aspects. Et donc, pour vous introduire la façon dont on gère Ecofi Optime Variance, je vais commencer par vous parler de la gestion qu'on appelle minimum variance. Je suis certain qu'il y en a un grand nombre d'entre vous qui connaissent déjà ce type de gestion parce que ça existe depuis maintenant de nombreuses années. Mais je vais commencer par vous en faire un bref rappel. Donc la gestion minimum variance, ça consiste à construire un portefeuille action de façon à réduire au maximum le risque que l'on va prendre en investissant à l'intérieur. Donc, on prend traditionnellement comme indicateur la variance, qui est un synonyme de la volatilité pour ceux qui sont plus familiers avec ce terme-là. Et donc, on va vraiment essayer de construire le portefeuille le moins risqué possible. Alors, ça peut sembler contradictoire, a priori, avec l'idée qu'on se fait des risques. Parce que généralement, la théorie financière nous dit, et puis on a ça en tête très souvent, que pour espérer faire de bonnes performances, pour essayer de surperformer le marché, il va falloir prendre des risques, savoir prendre des risques. Mais alors, si ça, c'est assez vrai entre les classes d'actifs, quand on compare le monétaire avec les obligations, que ce soit privées, souveraines, et les actions, c'est assez vrai, ce classement entre cette corrélation entre performance et risque. C'est beaucoup moins vrai dans le monde des actions. En fait, il y a beaucoup de littérature qui montre que les investisseurs actions ont un biais cognitif qui aboutit à cette forme de paradoxe. Et il est le suivant. En fait, les investisseurs, d'une façon générale, ont la fâcheuse habitude de prolonger les tendances de façon excessive. C'est-à-dire que lorsqu'une entreprise a de la croissance, quand une entreprise est profitable, eh bien, les investisseurs vont avoir tendance à s'imaginer que cela va durer, peut-être pas éternellement, mais des mois, des années. Et c'est rarement le cas. Ça peut arriver pour certaines entreprises, effectivement. Hein. Par exemple, Apple a une croissance phénoménale depuis de nombreuses années. Mais d'une façon générale, ce n'est pas le cas. Et donc, quand petit à petit, les investisseurs s'en rendent compte, parce qu'il y a des révisions de bénéfices qui deviennent négatives, parce qu'il y a des profit warnings, eh bien, à ce moment-là, la communauté des investisseurs commence à se disloquer. On a des tensions beaucoup plus fortes entre offre et demande parce que les gens ne sont plus du même avis. Et donc, c'est ces tensions entre offre et demande qui commencent à créer une forme de volatilité dans les cours du prix de ces titres-là. Et souvent, c'est annonciateur de sous-performance. On a exactement le même phénomène dans les titres qui sont, enfin les entreprises qui sont soupçonnées de fraude. On a eu le cas, par exemple, de Wirecard ces dernières années. Ça fait déjà quelques années qu'on la soupçonne de fraude. Il y a des articles qui sortent dans la presse américaine. Et puis finalement, je trouve que dans ce cas-là, en plus, cette entreprise fraudait vraiment et qu'il y a eu, elle a fini par faire faillite. On a aussi ce phénomène dans les entreprises dont l'endettement devient toxique. Peu à peu, on a cette volatilité qui monte et qui aboutit à une sous-performance qui, à long terme, est chronique. Et donc, la gestion minimum variance a cet avantage de permettre aux investisseurs d'éviter toutes ces entreprises qui sous-performent à long terme. Et donc, ça permet de construire des portefeuilles beaucoup plus robustes et qui, sur le long terme, vont venir surperformer le marché. Parfait. Très bien, Tony. Dans ce cas, si on passe de la théorie à la pratique, hein, comment est-ce que cette stratégie d'investissement se matérialise pour toi dans le cadre de la gestion de Ecofi Optime Variance? Alors, dans Optime Variance, dans Ecofi Optime Variance, ce qu'on a cherché à faire, c'est à enrichir ce concept, à ne pas rester sur un banal minimum variance. Donc, pour cela, on l'a enrichi sur quatre axes, 4 points. Alors, il y en a 2 qui sont des axes vraiment de gestion de risque pur et dur qu'on a essayé d'enrichir.
à savoir probablement la diversification. On tient à ce que le portefeuille soit le plus diversifié possible. Donc, on l'obtient déjà à travers le minimum variance, mais on tient vraiment à le contrôler, à le maîtriser encore mieux et encore plus précisément. Deuxièmement, c'est un axe de décorrélation. On cherche à avoir un portefeuille qui vous permette d'avoir un investissement qui soit le moins corrélé possible avec les grands indices de la zone euro. Alors, ça reste un fonds action, donc on a une corrélation qui est quand même supérieure à 90%. Mais en cas de baisse, en cas de crise, c'est cette décorrélation qui nous permet d'être vraiment très, très résistant et d'avoir vraiment des surperformances importantes en cas de crise. Après, on a deux autres points. On a un premier point, c'est celui de la volonté de vouloir intégrer à la construction de portefeuille les anticipations que nous calculons à propos des différents titres. On formule une prévision de performance à venir sur les titres et on tient à utiliser ces prévisions dans la construction de notre portefeuille. Et le dernier point, le dernier critère, qui n'est pas le moindre des critères, ça fait partie de l'ADN d'Ecofi, c'est l'analyse ESG et donc ce fonds répond à des contraintes ISR en amont de la construction du portefeuille. Et donc c'est pour toutes ces raisons que le fonds s'appelle Ecofi Optime Variance, parce qu'on ne cherche pas juste à minimiser la variance, on cherche à l'optimiser, c'est-à-dire à fournir un portefeuille dont l'objectif est de régulièrement avoir une performance qui est meilleure que celle de son indice, tout en réduisant les risques, tout en réduisant la volatilité. Et l'objectif, il est vraiment de vous permettre d'avoir un investissement qui, sur le long terme, va toujours avoir, pour chaque unité de risque que vous allez consommer, une performance qui est meilleure par rapport à la plupart des autres fonds et par rapport aux indices. Il y a un deuxième avantage au fonds, qui est un second objectif, qui lui est un peu particulier car il ne concerne que les investisseurs qui sont soumis à la réglementation Solvabilité 2. Il s'agit de réduire les besoins en fonds propres. En investissant dans Ecofi Optime Variance, les besoins en fonds propres sont moindres et donc vous avez un retour sur investissement par rapport aux fonds propres engagés qui est meilleur. Donc cet objectif, c'est ce double objectif que l'on suit maintenant depuis 8 ans et qui est jusqu'à présent couronné de succès, mais il repose sur deux mécanismes. On a tout d'abord une construction de portefeuille qui, comme je l'expliquais rapidement tout à l'heure, vraiment, c'est un chemin de crête, c'est un compromis entre un minimum variance et l'intégration des anticipations que nous avons pour chaque titre. Ça nous permet vraiment d'avoir un portefeuille qui a à la fois les qualités d'un fonds minimum variance, c'est-à-dire d'être très résilient en cas de baisse, lorsque la mer est agitée, pour reprendre l'image qu'a utilisée Laurent, mais par temps calme, lorsque les marchés sont sans heurts et avec une volatilité qui est beaucoup plus calme, et bien ça vous permet d'avoir une bonne performance, de suivre à peu près les indices. Et même si vous faites une performance qui est un petit peu moindre, les risques que vous prenez sont tellement moindres que finalement vous avez une meilleure rémunération de votre risque grâce à ce fonds. Et le deuxième mécanisme, c'est un petit peu plus technique parce que ça fait appel aux produits dérivés, aux options de vente, pour être plus précis. Donc le fonds est en permanence couvert grâce à des options de vente. C'est un petit peu, pour ceux qui ne seraient pas très familiarisés avec ce principe, c'est un petit peu comme une assurance que vous payez tout au long de l'année, qui est un coût relativement modeste et qui vous permet, en cas de sinistre, d'être remboursé. Et là, de la même façon, on a des options de vente en permanence dans le portefeuille. Lorsqu'une baisse très violente a lieu sur les marchés, eh bien, ça permet de réduire les pertes générales du fonds. Et c'est vraiment ce double mécanisme qui n'est vraiment pas très fréquent dans le monde des OPCVM, qui permet d'avoir tout le sel de la stratégie. C'est-à-dire vraiment un fonds qui part en calme va vous permettre d'avoir une très bonne performance au regard du risque que vous prenez et qui, lorsque les marchés sont agités, va vraiment réduire très très fortement vos pertes. Donc en conclusion, eh bien, Ecofi Optima, c'est vraiment un portefeuille à détenir en cœur de portefeuille. C'est vraiment pour les investisseurs de long terme qui veulent être investis sur la zone euro, sur principalement les large caps, et qui ont un avis assez fort sur la question. Ce n'est pas un fonds dans lequel il faut entrer et sortir en permanence. C'est vraiment un fonds dans lequel on cherche à maîtriser les risques en permanence pour faire bénéficier à nos clients d'une performance de long terme.
Alors c'est vrai, Tony, que effectivement ce fonds a beaucoup intéressé dans un premier temps tous les investisseurs qui font référence au code des assurances, hein, puisque, comme tu l'as dit, ça permet d'investir en actions tout en limitant la consommation de fonds propres. Mais il s'avère que cette stratégie, compte tenu de ce que tu viens de nous expliquer, qui consiste dans la recherche de performances financières, tout en limitant la volatilité, intéresse aussi beaucoup tous les autres investisseurs. Ce fonds qui est aujourd'hui noté 5 étoiles par Morningstar, comment est-ce qu'il s'est comporté sur le marché au cours de l'année écoulée? J'ai envie de te dire, qu'est-ce que le Covid est venu apporter, est venu impacter, comment le Covid est venu impacter ton fonds, d'une part, et puis si on regarde, si on observe ce fonds sur une plus longue période, comment est-ce qu'il s'est comporté dans l'histoire avec les chocs ou pendant les marchés en taux ondulé? Alors, l'aspect Covid l'a impacté. Alors, je vais parler des performances dans un deuxième temps, mais un premier impact que le Covid a eu, c'est de voir la thématique santé augmenter très fortement dans le fonds. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un fonds thématique, on n'a pas un fonds qui a des biais sectoriels constants à travers le temps. On a un fonds qui, au fil de l'eau, va choisir les actions et les secteurs qui lui semblent les plus intéressants. La thématique santé, elle a commencé à augmenter dans le fond avant même que la crise n'ait lieu. C'est-à-dire que, par exemple, en juin 2019, donc 6 mois avant que le Covid n'existe, on n'avait que 6% de valeur de santé dans le portefeuille. À décembre 2019, alors qu'on entendait à peine on entendait à peine parler du Covid en Chine, on était déjà monté à 14%, pour monter jusqu'à 24% courant juin 2020. Et aujourd'hui, on est revenu à 16%. Donc déjà, le premier impact du Covid, c'est qu'il y a eu vraiment cette montée de la thématique santé, puis cette décrue aujourd'hui. Mais tout ça pour montrer que le Covid n'a pas eu un impact que sur les cours, il a aussi un impact sur la composition du portefeuille. Après, en termes de réaction et en termes de performance, eh bien, au plus fort de la crise, qui se situe à peu près mi-mars, quand l'Eurostoxx perdait 36%, le fonds limitait ses pertes à 24%. Donc on a eu une surperformance de 11% au pire moment de la crise. Et aujourd'hui, alors que donc, les marchés ont quand même un petit peu remonté, on n'est plus à moins 36%, eh bien, à fin octobre, nous étions avec une performance sur les indices qui était à moins 20%, quand le fonds, lui, est remonté à moins 9,6%. Donc, la surperformance a été un petit peu réduite. On est passé de 11, grosso modo, à 10. Mais on a réussi, dans la remontée des marchés, à conserver l'essentiel de la surperformance qui a été créée pendant la baisse. Donc, il y a vraiment le phénomène dont je vous ai parlé précédemment, cette capacité à très fortement réduire les pertes, de l'ordre d'un tiers lorsque la baisse a eu lieu, et à conserver cette avance lorsque les marchés remontent. Et donc, ça permet, sur le long terme, après c'est plusieurs années, de vraiment avoir un effet qui est encore plus impressionnant. Si on regarde 2 secondes le graphique qui nous est proposé par la slide numéro 20, sur 5 ans, à fin septembre, on a une performance de 26,6% sur le fonds, de 17% sur l'Eurostoxx. Donc, on a une surperformance qui est de l'ordre de 9%. Et la volatilité, elle est fortement réduite, puisqu'on a 5 points de volatilité en moins. On passe de 20,5 à 14,8. Donc, il y a vraiment cette capacité sur le long terme à dégager de la performance et à réduire les risques. Et ça a été encore montré par la crise du Covid cette année. Donc, ça fonctionne. Merci, Tony. Je rappelle que ce fonds s'adresse à tout type d'investisseurs. C'est un fonds, comme l'a précisé Tony, qui est un fonds incontournable en fonds de portefeuille. Tout investisseur qui souhaite investir en actions dans les grandes capitalisations européennes, en intégrant une dimension ISR à ses placements, peut venir investir dans ce fonds-là, à condition, bien entendu, que cet investisseur-là accepte le risque de perte en capital, qu'il soit prêt à investir sur un horizon de placement de 5 ans et plus, et qu'il cherche à tirer parti de la progression des marchés actions tout en limitant la
pleine volatilité de ces mêmes marchés actions, et là en particulier sur les marchés actions de la zone euro, comme l'a précisé Tony. C'est typiquement le genre de fonds qui est adapté au contexte actuel, si on se réfère à ce que Tony et Karamo nous ont exposé depuis le début de leur intervention. Je précise aussi que Ecofi Optim Variance est un fonds qui est PEable, et que pour en savoir plus, je vous engage à consulter notre site internet www.ecofi.fr. Vous y trouverez toute une série d'informations complémentaires à ce que Tony et Karamo ont expliqué ce matin. Et puis, bien entendu, vos contacts habituels sont à votre disposition pour répondre à vos questions. Question d'ailleurs qu'on va prendre maintenant pour pouvoir vous accompagner dans vos démarches. Alors, j'ai une question qui est adressée à Karamo. L'élection américaine est dans toutes les têtes. Quel impact sur les marchés en fonction du nom du président? On ne connaît pas d'ailleurs Karamo, président de la première puissance mondiale. Exactement. Non, je te confirme que je viens de regarder à l'instant. On ne connaît pas encore. On a une forte présomption de qui ça pourrait être, mais on ne sait pas encore officiellement qui est le président américain. Enfin, Laurent, on n'a pas. J'avais oublié de préciser quelque chose. J'avais demandé des questions faciles, donc si il y a des questions difficiles comme ça, c'est pas. Donc, qu'est-ce que ça va donner, par exemple, une présidence de Biden? À court terme, je pense qu'au niveau des marchés, on va avoir pas mal de volatilité. Pourquoi? Parce que il y a toute une partie du programme de Biden, en gros, c'est d'aider les classes moyennes. Donc, on augmente fortement le SMIC américain. On était à 7,25 $. Ça n'a pas été augmenté depuis l'arrivée de Obama en 2008. Donc, on passerait à 15 $ en moyenne au niveau national. Et donc, on va également apporter pas mal de régulation au niveau de certains secteurs. Et donc, on risque d'avoir aussi une hausse de l'imposition, ça il l'a dit. Donc, on aurait un taux d'IS qui passerait de 21 à 28. Et aussi au niveau des plus riches, toutes les personnes qui gagnent plus de 1 million de dollars par an, il a dit qu'il montrait l'imposition sur les plus-values et sur les dividendes. Donc c'est sur ce point que c'est inquiétant à court terme, parce que toutes les personnes qui ont plus de 1 million, enfin ils sont très nombreux aux États-Unis, ils sont très riches. Je vous rappelle à peu près que les 5% des plus riches aux États-Unis contribuent à peu près pour 40% de la consommation du pays. Donc c'est quelque chose d'énorme. Donc ces gens vont anticiper cette hausse de l'imposition, et on peut avoir des ventes rapides, en tout cas à court terme. Alors là où on est un peu rassuré, et c'est pour ça que le marché montait depuis quelques jours, c'est que avec un Sénat qui resterait républicain, je pense qu'il va se calmer un peu au niveau de l'imposition. Voilà. Donc en tout cas à court terme, on a j'ai une appréhension d'une baisse si jamais il met en place son programme. Mais en tout cas, à long terme, on pense que les marchés d'actions vont s'apprécier, parce que il y a de plan de relance massif qui va être là. On a une banque centrale américaine qui va rester aux avant-plans. On a une Fed qui risque même de baisser le taux d'intérêt l'année prochaine aux États-Unis, donc on serait à 0%. Je ne vois pas de taux d'intérêt négatif aux États-Unis, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas eu d'intérêt au niveau de l'Europe, mais par contre, ils feront tout pour que les taux longs ne s'envolent pas. Donc, taux long bas, taux court bas, pétrole qui va rester bas, et méga plan de relance. Donc, les Américains, c'est pas des gens qui savent épargner. Moi, j'ai vécu aux États-Unis, et honnêtement, j'étais très frappé par le fait que ils savaient pas garder. Ils savent pas épargner, donc on leur donne de l'argent. Lorsque les conditions sanitaires vont s'améliorer, ils vont dépenser, donc on aura un retour de la consommation américaine, et voilà. Merci Karamo. Une question pour Tony maintenant. 100% de la gestion collective d'Ecofi, Tony est ISR depuis le 1er janvier 2019. D'ailleurs, notre saga aujourd'hui s'appelle Action pour le futur, hein. Alors, la question que on nous pose, c'est quel est l'apport de l'analyse ESG
dans ta gestion. Ton micro, Tony. Ton micro. Désolé. Merci. Et donc l'apport de l'analyse ESG, il est assez clair. L'analyse ESG, c'est quoi? On va le rappeler brièvement, c'est quand même l'analyse de données extra-financières sur l'ensemble de l'univers. Et ça permet, à travers cette analyse, de détecter les entreprises qui sont soit impliquées dans des controverses, ou alors qui ont des comportements qui ne sont pas souhaitables. Et ça permet effectivement d'éviter tout un tas d'entreprises au profil sous-performance. Ça a été le cas par le passé, par exemple, dans des entreprises comme Volkswagen ou comme Bayer. Ça évite effectivement d'investir dans ce type d'entreprise. C'est-à-dire que si votre système, après que vous soyez un gérant quantitatif ou discrétionnaire, peu importe, si votre système de pensée ne permet pas de les éviter, eh bien, l'ESG vous permet d'éviter ces entreprises et donc d'avoir un portefeuille qui est encore plus résilient et encore de meilleure qualité. Du coup, la question suivante est encore pour toi, puisque tu parles de résilience. C'est combien tu as de lignes en portefeuille et est-ce que tu as des exemples que tu peux nous citer de lignes en portefeuille sur ton fonds? Alors, le portefeuille a très souvent entre 75 et 80 lignes. Comme je vous le disais, l'un des critères de construction, c'est la diversification. Donc, on cherche vraiment à être très diversifié. Je vais vous donner 3 exemples de titres pour vous montrer qu'on s'intéresse vraiment à des univers, des secteurs d'activité qui peuvent être très différents. Parmi les plus grosses lignes, on a une entreprise qui s'appelle Kesko, qui est une entreprise finlandaise qui travaille dans le domaine des supermarchés, qui vend tout un tas de biens à travers des supermarchés en Finlande. Donc là, on est sur une thématique. Alors ça s'explique ex post en fait avec le fonds, mais concrètement aujourd'hui, les gens continuent d'aller dans les supermarchés et à consommer des biens classiques. Ils ne vont pas forcément acheter de voiture, ils ne vont pas forcément acheter de maison parce qu'ils ont peur, mais par contre, ils continuent à consommer des biens de consommation courante qu'on appelle non cycliques. On a une deuxième valeur. Alors, pour vous dire, hein, c'est le poids le plus important dans le portefeuille. Ça représente 2,5% d'exposition. Donc, c'est relativement faible par rapport à ce qui serait possible de faire si on voulait prendre plus de risques. Une autre entreprise qui, pareil, a un poids à peu près de 2,5%, c'est Merck, entreprise qui est dans le domaine de la recherche médicale. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi en ce moment ce type d'entreprise est privilégié par le système. C'est évidemment un secteur d'activité qui a le vent en poupe. Et puis une troisième qui est dans un domaine complètement différent des deux premiers, il se trouve que c'est Ubisoft. Pareil, on est un peu moins, on est à 2,25 en poids d'exposition actuelle. Et Ubisoft, c'est une entreprise qui fait des jeux vidéo. Parce qu'actuellement, eh bien, les gens qui apprécient les jeux vidéo, ils peuvent toujours continuer à jouer aux jeux vidéo. Ils n'ont aucun problème de fermeture de magasin ou d'usine. Ils arrivent à toujours satisfaire leurs besoins. Donc, vous voyez, on est vraiment dans des entreprises qui peuvent être très différentes, mais le thème général, c'est quand même des secteurs d'activité qui, à chaque fois, ressortent positivement dans l'univers dans lequel on se trouve actuellement. Si on était dans un univers différent, eh bien peut-être qu'on n'aurait pas d'Ubisoft, on n'aurait peut-être pas de Merck, on n'aurait peut-être pas non plus de Kesko, parce que ce ne seraient pas des entreprises intéressantes. Mais aujourd'hui, voilà le type d'entreprise dans lequel on peut investir. Je vais juste, je vois que j'ai une question de la part de M. Gourion sur le type de minimum variance dont on parle. Il s'agit d'un minimum variance de type MINVAR. Pas de risque budgéting. On est vraiment dans un MINVAR qui est contraint par les éléments que j'ai exposés pendant la présentation, c'est-à-dire diversification, décorrélation, et puis évidemment les critères ESG que l'on prend toujours en compte. Caramo, une question pour toi. On va varier un petit peu les plaisirs. D'une question par rapport à la croissance anticipée en 2021. Et plus particulièrement, pourquoi la croissance anticipée en 2021 en Allemagne serait-elle aussi faible par rapport au consensus? Micro, voilà, c'est encore mieux avec le micro ouvert. Oui, c'est une bonne question. En fait, moi, je suis plus pessimiste, enfin, j'allais dire plus noir que le consensus, ça se voit, mais plus pessimiste que le consensus. En fait, au niveau de l'Allemagne, on va avoir un acquis de croissance en fin d'année qui sera plus faible que ce qu'on a eu au niveau de la France, par exemple. On a une
croissance qui repart. Les moteurs de la croissance, c'est principalement la consommation. Et c'est pas le point fort de l'Allemagne, c'est plutôt les exportations. Et aussi, on a eu une économie qui a été moins fermée en Allemagne que en France. Donc le confinement a été moins strict là-bas que chez nous. Et donc en termes d'effets de base, on va avoir des effets de base qui vont être beaucoup plus forts en France que en Allemagne. Donc c'est pour ça que je suis à 2,3% en France, en Allemagne pour 2021. Le consensus pour l'instant est à 4,7, mais je pense que le consensus va réviser parce que ce chiffre du consensus ne tient pas encore compte des annonces qui ont été faites récemment où on a mis en place des mesures de confinement et des mesures sanitaires. Moi, j'en tiens compte, mais je pense que le consensus est en retard. Donc, je ne serai plus aussi éloigné que ça. Je pense que le consensus va s'approcher vers les 2,5% très rapidement. Très bien. Bon, je vois que on se rapproche progressivement de l'heure. On va peut-être, je regarde dans les questions, est-ce qu'il reste encore des questions qu'on n'est pas encore couvertes? Je crois qu'on a couvert à peu près tout pendant vos discours, vos interventions, l'exhaustivité des questions qui ont été posées par les participants. D'ailleurs, je vous remercie à tous. Nous vous remercions tous d'avoir participé à ce premier webinaire qui s'inscrit dans une série de 3 épisodes dont le second aura lieu dans le courant du mois de décembre et le troisième début janvier. Action pour le futur, c'est le thème de nos interventions sur lesquelles vous pourrez nous suivre. Merci encore à tous. Nous avons passé un bon moment en votre compagnie et je crois que les marchés en tôle ondulée qui nous attendent pendant les semaines et les mois à venir vont beaucoup nous occuper et la proposition que Tony nous a fait ce matin pour pouvoir traverser cet océan agité peut peut-être donner des bonnes idées à chacun. Je rappelle à toutes fins utiles que les performances passées ne sont quand même pas un gage de réussite des performances futures. Et vous avez à disposition, encore une fois, sur le site www.ecofi.fr toutes les informations dont vous avez besoin. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos contacts habituels pour plus d'informations. Et bien entendu, une question qui était posée sur la disponibilité de ce webinaire, il a été enregistré, il vous sera possible de le revisionner depuis notre site internet et un lien vous sera envoyé. Encore une fois, merci à tous d'avoir participé et d'être présents avec nous ce matin. Bonne journée, soyez prudents, portez-vous bien et à une prochaine fois. Merci.